Éviter la gueule de bois digitale, c'est l'intitulé de notre discussion. Et derrière ce titre se cache bien évidemment toute la question de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Peut-on tout dire? Peut-on tout commenter, tout montrer, tout poster? Et ceci sans en subir quelques conséquences. Alors pour en parler, nous accueillons une jeune youtubeuse helvétique, Dire Caroline, Sébastien Fanti, qui est avocat et préposé à la protection des données et à la transparence pour le canton du Valais, Jean-Christophe Sautrel, directeur prévention et communication de la police cantonale vaudoise, et enfin Niels Weber, qui est psychologue et également spécialiste des addictions aux jeux vidéo. Bonjour à tous. Alors peut-être déjà dans un premier tour de table, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir cette fameuse gueule de bois digitale, de regretter un poste à titre bien évidemment personnel? Alors Dire Caroline. Jusqu'à aujourd'hui, je pense pas. Je pense pas que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà douté avant de poster quelque chose, poser mille et une questions, mais regretter de l'avoir fait jusqu'à aujourd'hui, non, je pense pas. Sébastien Fanti. Je pense que j'ai pu blesser certaines personnes par des positions assez tranchées sur des sujets de société. Et j'essaye toujours, quand c'est le cas, parce que je ne reviens pas sur la position que j'ai adoptée, mais d'aller vers l'autre en disant, écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'il faut forcément se fâcher. Mais il est clair que sur certains sujets, j'aurais de la peine maintenant à poster en toute liberté. Je pense qu'il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas rire. Et il faut être extrêmement prudent. Mais je n'ai pas eu de regrets. Et très souvent, d'ailleurs, les gens avec lesquels je m'étais un petit peu énervés sur le web, ensuite sont devenus des amis parce que j'essaie toujours de les rencontrer dans le monde réel pour avoir un autre contact. C'est intéressant. Jean-Christophe Sautrel, à titre privé, alors, une gueule de bois digitale. Pas à titre privé, heureusement. C'est aussi lié à ma fonction et donc aux connaissances que j'ai des conséquences d'un comportement indélicat sur le net. Mais par contre, comme policier, malheureusement, on est trop souvent confronté à ce genre de situation, face à des victimes, face à des auteurs aussi. Et Niels Weber, enfin, pour terminer ce tour de table. Ouais. Bonjour. Bonjour. Non, ça m'est pas tellement arrivé d'avoir la gueule de bois, mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à ce que je mettais, sachant qu'il y a aussi beaucoup de mes patients qui sont sur les réseaux sociaux, donc je dois aussi avoir une certaine réflexion avec ce que je mets en ligne, puis voilà, surveiller un petit peu ça. Alors on parle de conséquences. Dans votre bouche, Jean-Christophe Sautrel, il y a aussi ce terme de victime. Aujourd'hui, il y a aussi des victimes potentielles avec les réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose peut-être de nouveau. Vous devez faire face aujourd'hui à ces situations délicates. Alors comment est-ce que vous anticipez, vous essayez d'anticiper ces situations? Le problème, c'est que la plupart du temps, quand la police est appelée, c'est malheureusement souvent trop tard. Alors, c'est jamais formellement trop tard, mais souvent on arrive, il y a déjà des drames, il y a déjà des gens qui sont touchés, il y a déjà des familles qui sont concernées, des amis qui sont séparés, et des situations relativement pénibles à vivre pour les personnes concernées, que ce soit d'ailleurs la victime ou l'auteur. Parce qu'on est souvent dans une relation, soit ce sont des amis, soit ce sont des camarades de classe, des camarades d'école, de quartier, ou même de jeunes couples qui à un moment donné se séparent. Et puis, au lieu de le faire comme ça se faisait dans la cour d'école, aujourd'hui, la cour d'école, c'est devenu le web, c'est les réseaux sociaux, et les conséquences sont malheureusement beaucoup plus importantes. Ça dépasse largement tout ce que les jeunes peuvent avoir conscience en termes de diffusion, et c'est souvent ce drame-là auquel nous sommes confrontés. Sébastien Fanti, qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'aujourd'hui, les polices, les différentes polices, doivent se préoccuper de ce problème potentiel? Alors ça vous inquiète? Ça vous attriste? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes, si vous voulez, dans ce processus. Et aujourd'hui, on tend tous à avoir une certaine virginité numérique. J'aime bien ce terme parce que j'ai des gens qui m'en parlent quand ils ne sont pas sur le web. Ils se font attaquer, ils se font diffamer. On s'en prend à eux alors même qu'ils n'ont pas de compte, qu'ils n'ont pas d'existence virtuelle. Et ils me disent, je veux retrouver ma virginité numérique, quitte à payer. Aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Vous pouvez faire condamner un auteur, il peut avoir une peine pécuniaire, voire même s'il a reproduit le comportement illicite à réitérer reprise, avoir quelques jours de prison. Mais après, la justice, elle va vous allouer un montant, une indemnité pour tort moral, peut-être 1000, 2000, peut-être 10 000 si vraiment c'est extraordinaire. Ça va s'arrêter là. Si vous voulez, le cursus est incomplet parce qu'aujourd'hui, il faudra ensuite passer à la deuxième phase, qui est celui du rétablissement de votre réputation. Et cette phase-là coûte très cher. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si on doit faire retirer un article autoritatif, c'est-à-dire un article qui parle de vous dans le titre d'un journal, un journal de portée régionale, vous viendrez me voir et je vous dirai ça vous coûtera 25 000 francs. Je vous donne la garantie qu'on va retirer cet article, c'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître, il va être déréférencé en page 4 de Google. Si vous êtes une personnalité, je vous demanderai 125 000 € pour commencer, parce que c'est une fourchette de base de la discussion. Ensuite, je vous dirai, pendant 4 ans, vous devrez payer environ 2 500 €. Je prends l'exemple d'un journal français. Ce n'est pas normal
Parce qu'aujourd'hui, ce web a deux vitesses, a deux e-réputations. Moi, je n'en veux pas. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un à qui on a porté atteinte aux intérêts, à l'honneur, etc., devrait payer. Donc, si vous voulez, le seul moyen, c'est d'axer sur la prévention et d'avoir une répression qui, malheureusement, va devoir monter un petit peu en gamme, puisque le jour où vous aurez à payer pour déréférencer, désindexer ce que vous avez publié, si c'est vous qui payez un jour les 25 000 francs suisses ou les 125 000 euros, vous verrez que ça va générer un petit calme chez les gens. Alors, savoir peser ce qu'on poste sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué. Vous êtes confronté, dire Caroline, au quotidien, c'est ce que vous faites, vous êtes donc une jeune YouTubeuse. Est-ce que vous posez toujours cette question de ce que vous montrez, de ce que vous dites? Oui, évidemment, bien sûr. Je me pose souvent la question, quand j'ai une idée de vidéo qui peut aller au-delà de la mode, du maquillage, donc que ce soit par exemple des sujets tabous, je vais toujours me poser la question, est-ce que je peux me permettre de faire ce genre de vidéo? Parce que je sais très bien que les gens qui me regardent sont très jeunes, entre 14 et 15 ans. Donc il y a une influence directe. Oui, exactement. Et je suis pas... peut-être je ne suis pas une professionnelle, je connais pas... je peux donner que mon avis. Et je pense que même si jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours douté, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours ensuite passé le pas et je l'ai fait en m'assurant de donner un avis, une expérience, de raconter mon récit, mon vécu sans donner d'avis ou de choses à faire, en fait, de donner des conseils. Je ne donne pas forcément de conseils. Alors, il y a donc deux aspects, il y a l'image, il y a aussi les propos. Alors on va regarder une petite vidéo où vous mettez en scène avec des vêtements, des accessoires. Donc ça, c'est une des parties de ce que vous faites. Et puis juste après, on regardera une autre vidéo. On regarde tout de suite cette première vidéo intitulée « Tenue du jour ». C'est juste tenue. Voilà. Exactement, tenue du jour. Voilà donc pour la mise en avant de l'image. Les conséquences, les risques sont moindres. Deuxième vidéo où là vous prenez, pas dire position, mais vous parlez d'une expérience que vous avez vécue avec la marijuana. Oui. Et on va juste regarder la vidéo, on pourra en parler juste après, ça sera plus explicite. D'accord. Ça m'a donc fait penser qu'il y en avait quand même pas mal d'entre vous, encore une fois, qui sont assez jeunes, etc. Et je me suis dit que ce serait bête, ce serait un peu dommage de ne pas vous parler de mon expérience, de ce qui s'est passé la première et unique fois que j'ai essayé de fumer un joint. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe chez les jeunes. Aujourd'hui, je suis un peu plus vieille, j'ai 25 ans et quand ça m'est arrivé, j'avais 15 ans. Et à mon époque, fumer des joints, c'était à la mode. Fumer des joints, c'était être cool. Donc, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'explique son histoire. Peut-être que ça m'aurait évité d'essayer par peur, parce que moi, je suis un peu une peureuse aussi. Mais c'est vrai que jamais entendu parler que ce genre de choses puissent arriver. Alors quand même, petit disclaimer avant que je fasse cette vidéo, parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il faut vraiment que je fasse des disclaimers avant de faire ce genre de vidéo. Je ne suis pas une spécialiste de la marijuana, des substances, je ne sais pas comment ça marche techniquement, scientifiquement, je ne sais pas. Moi, je vous parle juste de mon expérience, de ce qui s'est passé avec moi, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des rumeurs, des histoires. Ah, il paraît que j'ai entendu dire que... Mais c'est vrai que quand on entend de la personne à qui ça s'est passé, je pense qu'on a plus tendance à écouter ou à y croire. Donc Christophe Sautrel, une vidéo de ce type, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que là, il y a des propos, on prend une position, on explicite, même si c'est bien présenté. Qu'est-ce que ça vous inspire en termes de prévention notamment?
Ça reste une approche qui est importante puisque dans la société d'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de modèles. Et le policier qui arrive en classe, qui fait passer un message, il représente un certain modèle, mais il représente aussi l'autorité. Et donc souvent, le message qui sera donné par des gens qui sont plus proches du public cible peut aussi avoir un meilleur taux de pénétration, peut influencer positivement les jeunes. Parce que c'est aussi normal, le jeune, j'ai moi-même des ados à la maison, ils vont forcément chercher les limites, ils vont essayer des nouvelles choses, que ce soit l'alcool, que ce soit des sorties tardives ou des substances illicites, ça peut aussi arriver. Et donc, le simple fait d'expliquer les conséquences, mais pas par l'autorité, par un médecin ou par un psychologue, mais par quelqu'un qui a vécu cette expérience, ça peut aussi être tout à fait positif. Donc c'était vraiment dans cet état d'esprit que vous avez fait cette vidéo. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube en faisant que des vidéos mode, maquillage, etc. Et au fil du temps, j'ai reçu énormément de messages de mes abonnés qui me disaient je suis une grande fan, tu es mon idole, j'aimerais être comme toi. Voilà, donc ça me semblait juste de ne pas donner simplement une image de la youtubeuse superficielle, entre guillemets, et de parler de ces choses-là, des choses relativement importantes. Je sais que moi, personnellement, à leur âge, jamais j'aurais parlé à mes parents, jamais j'aurais parlé avec quelqu'un à l'école. Donc je pense que YouTube, c'est un très très bon moyen de communiquer parce qu'elles peuvent rester dans l'anonymat, elles ne doivent pas forcément montrer leur visage, dire qui elles sont, mais elles peuvent me laisser des commentaires en me posant des questions, en demandant de l'aide ou en ayant des informations, sans pour autant divulguer leur personne. Alors, Niels Weber, c'est cette possibilité de s'identifier à quelqu'un sur le web, sur YouTube, ou de se créer un espace de liberté, d'exister aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir peur. Qu'est-ce qu'il faut dire en fait aux plus jeunes? Alors, je ne parle pas des jeux vidéo, mais vraiment dans ce sens-là. Oui, non, je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Au contraire, je pense que tout ce qui est numérique aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir un immense terrain d'exploration et d'entraînement qui est à disposition, surtout des plus jeunes qui expérimentent plein de choses à l'adolescence, qui est une période où on se construit, on cherche ses repères, etc. Et ce que je trouve très pertinent, c'est que finalement, on observe un déplacement des pairs. C'est-à-dire que les pairs PAIRS, avant, étaient dans le foyer familial. Maintenant, ils se retrouvent à un niveau horizontal. C'est-à-dire qu'on va contacter des gens qui sont soit dans notre classe, quand on a des questions. Ça peut être justement les questions liées à la drogue, mais à d'autres questions aussi. Et puis, il y a un phénomène de rapprochement entre ces modèles-là, dont vous faites partie aussi, où ces gens sont plus accessibles finalement, parce que le média YouTube, parmi d'autres, permet un contact facilité. À l'époque, c'était plus difficile je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si on voulait prendre contact avec Arthur à la télévision, c'était plus difficile qu'aujourd'hui, alors que maintenant, il y a un vrai échange qui se fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les pairs se passent d'un milieu familial à un niveau horizontal, où on perd un peu cette verticalité. Et puis, plutôt que d'avoir peur de ce terrain-là, on devrait plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu de verticalité dans cette horizontalité. Autrement dit, plutôt que de dire « va pas sur Internet, va pas voir ça, c'est dangereux, les réseaux sociaux, c'est dangereux », on devrait plutôt dire « explique-moi ce que, en tant que parent, par exemple, ou en tant qu'adulte accompagnant, explique-moi ce que tu y fais, explique-moi qui sont tes modèles, qu'est-ce qui est intéressant. Je ne sais pas si on a une jeune fille qui regarde ce genre de vidéo, justement, on peut lui demander en tant que parent, mais alors dis-moi pourquoi est-ce que cette youtubeuse parmi les autres est plus intéressante pour toi. C'est ça que je trouve intéressant, plutôt que de la peur, c'est amener le dialogue. Donc il y a aussi une notion peut-être d'éducation, Sébastien Fanti. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut éduquer aussi avec ces outils-là? Mais pas seulement dans le foyer, mais aussi la police cantonale le fait. L'État peut peut-être le faire. Est-ce qu'on doit changer les visions et les discours dans ce domaine-là? On a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on prend toujours le même exemple. Moi, mes parents étaient capables de m'expliquer que quand le sida est arrivé, ce qu'il fallait faire pour s'en protéger, bien qu'ils ne soient pas capables de m'expliquer ce que c'était. Par contre, je suis incapable d'expliquer à mes enfants, et je le reconnais en toute humilité, tous les dangers liés à tous les réseaux sociaux dont j'ignore peut-être même l'existence. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on a un manque de transfert de connaissances d'une civilisation à une autre, d'un âge à un autre, et puis il faut reconnaître ses faiblesses. Aujourd'hui, les parents qui veulent s'instruire eux-mêmes et ensuite transmettre la connaissance au sein du foyer, ils ont une grande difficulté à trouver du support, de la connaissance, du savoir. C'est le rôle de l'État que d'intervenir
avec certes toujours une responsabilité, une co-responsabilité parentale, parce que ce serait trop facile de dire aux profs, comme vous savez mieux utiliser les outils que nous, c'est vous qui le faites, et on doit faire un programme. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, il y a le maire de New York notamment, il y a un autre maire, qui ont rendu la robotique, la programmation de robots et la connaissance de la robotique obligatoire dans des classes qui sont des classes de très jeunes enfants. Nous, on va commencer avec un robot qui s'appelle Nao. On va commencer à enseigner les dangers liés à Facebook dans 4 niveaux scolaires différents, donc des enfants en première enfantine jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, en pensant qu'un robot est plus sexy que quelqu'un de 44 ans qui a les dents grisonnantes et qui sera plus intéressant pour les enfants. Je l'appelle, moi, avec sans aucune humilité, un plan Alan Turing, c'est-à-dire qu'il faut maintenant investir massivement dans la formation des enfants, non pas sur Word, Excel ou Outlook. Ce n'est pas les outils qu'ils utilisent. On doit leur apprendre quelles sont les règles de prudence en relation avec ces outils-là. Et donc, si on n'investit pas massivement, comme c'est le cas notamment en France avec le permis de surfer ou aux États-Unis avec cette nouvelle robotique, eh bien, on prend du retard. Et tout retard va générer des victimes collatérales. Alors Jean-Christophe Sauterelle, quand vous allez à la rencontre des plus jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous échangez avec eux? Ce qu'on a surtout constaté déjà avant de parler de cet aspect-là, c'est le rajeunissement de l'accès à tous ces moyens. Parce qu'aujourd'hui, un jeune de 9, 10, 11, 12 ans, il a son téléphone portable, il a avec sa console de jeu l'accès à Internet sans avoir forcément un PC qui soit fixe ou portable d'ailleurs. Et donc on est aussi, dans notre approche, on doit aller de plus en plus vers des beaucoup plus jeunes qu'on le faisait il y a quelques années. Et donc par exemple dans le canton de Vaud, on a développé un jeu éducatif pour justement pouvoir en classe parler avec les jeunes de situations auxquelles ils peuvent être confrontés, que ce soit le sexting, que ce soit tous les comportements auxquels ils peuvent être confrontés, tant à la fois comme victimes que comme auteurs potentiels ou comme témoins. Et donc ça suscite une discussion, ça suscite une réflexion autour de ce jeu qu'on a développé, pas seulement la police, mais avec le monde spécialisé de l'enseignement, de la prévention dans les écoles, qu'on a testé d'ailleurs auprès des jeunes, avec le milieu académique aussi, pour essayer de trouver une autre approche dans cette discussion, toujours tout ça autour du thème de l'identité numérique, la protection de son identité numérique, puisque plutôt que d'intervenir une fois que les cas ont eu lieu, on va essayer d'intervenir avant que les cas se produisent, et c'est vraiment le propre de la prévention. C'est un enjeu extrêmement important, très difficile. On peut difficilement mesurer les conséquences aussi, est-ce qu'on a réussi ou pas, puisqu'on connaît les cas qui se sont passés, on ne connaît pas les cas qu'on aura évités, mais on essaye d'investir dans ce domaine-là en tout cas. Pour tenter de mieux comprendre cette identité numérique, vous êtes rendu dans une classe du canton de Vaud pour poser des questions sur l'utilisation des différents réseaux sociaux à ces jeunes élèves. On va écouter leurs réactions, c'est très intéressant, on pourra en reparler juste après. On regarde tout de suite cette vidéo. Qui va sur Internet, qui c'est qui va sur WhatsApp, Instagram, Snapchat, et maintenant qui c'est qui va sur Twitter. Bah c'est bien. Et toi? Je sais pas moi. Moi c'est si la photo elle me plaît, bah je la mets. Puis si ça va plaire aux gens. Ouais, Genre s'ils vont aimer et tout. Qui les verra. Voilà, Ouais, qui les verra. Avant, des fois, je demande à ma mère si ça va ou pas. Genre quand même que je sois habillée. Si elle n'est pas choquante. Moi, je regarde toujours si, genre, on voit mon décolleté. Puis si on voit pas beaucoup, ben, je la mets, quoi. Bah, c'est ce qui nous concerne et que les autres ne sont pas forcément obligés de savoir ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Enfin, ouais, je sais pas en fait. Bah, on a quand même nos trucs à nous, enfin je veux dire dans le sens... On a des problèmes et tout ça. Si on a des problèmes, si... Enfin, quelque chose par rapport à notre famille par exemple, ou notre entourage. Ce qu'on a de plus personnel, quoi. C'est ce qui ne concerne pas les autres. Ben, éviter de trop dire des choses sur sa vie, quoi, de trop s'afficher. Plus trop. Plus trop. Si on poste trop, je pense pas. Oui. Oui. Je pense encore, ouais. Pas tellement moi je trouve, parce qu'il y a des gens vraiment, ils abusent des fois donc... Faut pas publier n'importe quoi.
Il n'y a pas besoin que tout le monde sache qu'on se gratte sous la douche, par exemple. Il y a que... On montrait pas n'importe quelle photo à certaines personnes ou des choses comme ça. Pas poster genre des photos un peu, genre par exemple de notre sexe ou des trucs comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah ouais. Parce qu'il y a des gens que je connais pas, puis ils n'ont pas forcément besoin de savoir ma vie. Ça se fait pas de faire ça. La peur d'avoir honte un peu. Ouais. Oui, si on se moque de nous. J'aurais plutôt honte. C'est certainement c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai pris la photo, mais c'est interdit. Voilà. Ça vous gênerait? Oui. Oui. Bon, parce que j'ai des photos des gens que je connais qui sont pas très belles. On peut être gêné. Vous posez quoi comme problème? Le regard des gens. Mais sur les réseaux sociaux, ils les voient aussi. Les photos. C'est pas la même chose. Ouais, c'est différent. Déjà, si elle a la photo de quelqu'un d'autre, puis que la personne, justement, elle n'est pas très belle sur la photo, après, elle peut se sentir pas bien. Par exemple, une fête, on a mal fini. En gros, si elle est reprise et que quelqu'un s'amuse à la mettre un peu partout, on sent un petit peu de honte. Puis ça peut aussi faire échec à notre avenir, parce que si par exemple notre futur patron il voit toutes ces photos et tout ça, ça va pas tellement faire un aspect sérieux. Le harcèlement, justement. Si c'est sur quelqu'un, ça peut le rendre triste et puis il peut se suicider par là. Franchement, moi je fais pas attention à construire une réputation en fait. Ouais. C'est tout. Un peu à l'école, puis sur les réseaux sociaux aussi. Parce que tout le monde peut voir. À l'école. Ouais. Sur Facebook, tout ça aussi. Sur les publications, les photos et tout. Les nombres de likes. Je pense que je vais me sentir un peu plus libre, parce qu'à chaque fois, ça parle et tout. Moi, je sais pas, j'arrive pas. Même quand ma propre mère m'enlève mon téléphone, mais je pète un câble, je peux pas. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand on sortait dehors, on était 10 à 15 jeunes qu'on jouait. Maintenant, on sort, il n'y a personne. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé sans Internet. Voilà, alors, de belles pépites. Jean-Christophe Sautrel, quand vous entendez ces jeunes, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette vidéo? Ça montre qu'à la fois les jeunes sont conscients des risques, des dangers, des opportunités des réseaux sociaux. Ils sont conscients de ce qu'il faut faire ou pas faire, mais en même temps, ils le font quand même. Ils le font pourquoi? Parce que la copine, parce que le copain le fait, parce qu'on est dans un cercle où on a peur de diffuser certaines informations dans la cour d'école, mais ces mêmes informations diffusées sur les réseaux sociaux ne posent pas les mêmes problèmes. Et donc on est quand même dans un monde où les jeunes aujourd'hui vivent avec ces réseaux sociaux. On le voit très bien à la fin, je l'ai vécu aussi. Quand on enlève le téléphone portable à nos enfants le soir pour différentes raisons, parce qu'on sait qu'à 1h, à 2h du matin, ils seront encore sur leur téléphone portable à chatter ou à discuter avec leurs copains, c'est la pire des choses qu'on fait. Ma fille m'a dit une fois, mais comment est-ce que je vais faire pour dire bonne nuit à mes copines? C'est aussi cette réalité-là. Donc on doit faire avec, interdire, c'est pas la solution, comprendre, essayer d'expliquer. Puis en même temps, on voit des jeunes qui sont tout à fait conscients de la problématique. Il y a aussi une forme d'addiction, bien évidemment. On entend cette phrase, je me sentirais plus libre s'il n'y avait plus les réseaux sociaux. Oui, alors le terme addiction, moi je l'aime pas tellement parce que je trouve qu'il colle une étiquette de malade à quelqu'un qui finalement a une utilisation passionnée d'un outil qui peut des fois devenir problématique. Moi, je préfère parler d'hyperconnectivité dans le sens où aujourd'hui, comme vous l'avez dit aussi, on est tous hyper connectés, on a pratiquement tous des smartphones. Il y a encore des rebelles qui ont un Nokia 3210 et puis qui refusent le smartphone. C'est pas forcément mieux ou moins bien. Je pense que c'est juste que
l'évolution de notre société fait qu'aujourd'hui on est hyper connecté et que cette hyperconnectivité, elle peut des fois prendre trop de place et puis avoir des conséquences négatives, et c'est là que effectivement ça peut poser problème. Alors ces conséquences, ça peut être forcément au niveau de la réputation de ce qui a été mis, mais ça peut aussi être la souffrance d'une famille quand chaque fois qu'il faut passer à table, tout le monde vient avec son smartphone et puis on n'arrive pas à les laisser de côté, ou bien c'est la guerre parce qu'on ne peut pas quitter un jeu, on est au milieu d'une partie. Et c'est là aussi où cette souffrance s'exprime finalement. Ce n'est pas forcément la souffrance de l'utilisateur, mais ça peut aussi être la souffrance des gens qui sont autour, qui finalement se disent mais moi je ne peux plus supporter cette situation, on a tout essayé, maintenant il faut qu'on a besoin d'une aide extérieure. Dire Caroline, est-ce que vous arrivez à vous passer justement de cette existence via les réseaux sociaux, le net? Non. Non. Ah, absolument pas. Mais ça, c'est juste par rapport à ma chaîne YouTube. Mon Facebook personnel, je l'utilise jamais. Je n'utilise jamais mon Facebook personnel. Par contre, je suis tous les jours sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, mais pour répondre à mes abonnés, pour actualiser mon feed, etc. Donc là, derrière, il y a une autre démarche aussi. Une autre démarche pour exister, mais pas forcément de manière négative. Mais une fois de plus, ce n'est pas l'outil qui est mauvais. C'est souvent l'utilisation qu'on en fait. Puis il y a une utilisation qui est normale, effectivement, une utilisation qui sera passionnée. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les autorités, que ce soit dans le domaine de la prévention ou dans tous les domaines, sont aussi présentes sur les réseaux sociaux. On doit aujourd'hui aller communiquer avec les gens où ils se trouvent. Alors, c'est plus la table, la Stammtisch du bistrot. Aujourd'hui, elle a changé. Elle n'est plus au même endroit, et donc on doit aussi, nous, communiquer sur ces réseaux-là impérativement, ne serait-ce que pouvoir réagir quand on a mis en cause. Et c'est ce que M. Fanti expliquait tout à l'heure. Comment voulez-vous réagir à des éléments négatifs vous concernant si vous n'y êtes pas? Donc c'est tout ce paradoxe entre être présent tout en ayant quand même une certaine connaissance et une certaine maîtrise de l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux. Et c'est un message qu'on essaye de faire passer auprès des jeunes dans ce sens-là, en disant oui, vous devez y aller, vous pouvez y aller, c'est pas un problème. C'est juste d'être conscient des conséquences et puis de choisir ce que l'on publie, de pouvoir être en accord avec l'image, les valeurs qu'on représente sur ces réseaux sociaux. Il y a aussi des notions d'intimité et de vie privée qui ont l'air un petit peu plus nébuleuses via les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une problématique, c'est un danger, Sébastien Fanti? Comment est-ce qu'on peut recentrer ces termes qui sont tout simples? Si vous voulez, on est dans l'hyperfulgurance. Aujourd'hui, vous avez l'impression que si vous ne répondez pas à quelqu'un qui vous a envoyé un message sur Facebook ou un mail, dans les 5 minutes, vous avez commis quelque chose de mal. Et il faut se détacher totalement de cette relation au temps. Je pense que c'est le premier réflexe qu'on doit acquérir, c'est-à-dire que lorsqu'on voit que quelque chose se passe qui n'est pas ordinaire, quelqu'un se plaint, quelqu'un est malheureux, avant de répondre, moi je dis toujours, en tout cas même aux collaborateurs, on prend 5 à 10 minutes, vous buvez un café avant de répondre. Parce qu'il n'y a pas pire que de réagir et de surréagir. Ça, c'est le premier élément. Puis après, socialement aussi, on a un problème, parce que si quelqu'un vous envoie un mail et que vous n'avez pas répondu à ce mail dans les 25 minutes qui suivent, on vous téléphone pour vous demander si vous avez bien reçu ce mail, et puis quand est-ce que vous allez répondre. Donc en réalité, on est devenus des esclaves. Des esclaves non seulement de nos smartphones et ordinateurs, mais des esclaves aussi de notre façon de fonctionner. Parce que dans le monde réel, avant que j'aille chez cette demoiselle, qu'on boive un petit verre et qu'on discute, il faudra un certain temps, il y aura une barrière qui devra s'effacer. Dans ce monde-là, ça n'existe plus. Et je prends l'exemple aujourd'hui de Messenger avec Facebook qui lance ce nouveau Messenger où on peut accéder à la messagerie d'une personne avec laquelle on n'est pas en connexion comme ami. Ça vise encore plus à faire disparaître ces barrières sociales. Combien de fois les gens vous disent « tu » alors que dans la vraie vie, ils n'oseraient jamais. Et pour moi, c'est vraiment un travail sur soi. Moi, j'essaie de faire un gros travail sur moi pour me dire « j'attends, je ne réponds pas immédiatement. Si des gens sont fâchés, tant pis. Je dois accepter mon imperfection dans la réponse qui est attendue. » Donc est-ce que les jeunes adultes, ils ont aussi un rôle, ou les adultes tout simplement, dans cette notion d'hyper-réactivité, pour montrer aux plus jeunes qu'on n'est pas obligé d'être forcément tout le temps en connectivité? Oui, en fait, je pense que c'est une responsabilité qu'on partage tous. Et j'ai un avis un peu différent du vôtre, où pour moi, on n'est pas esclave parce qu'il appartient qu'à nous de décider de ne pas réagir de cette manière-là. C'est pas facile, ça, je suis bien d'accord, mais on a la possibilité de le faire. Et c'est là où je pense qu'on a une responsabilité qu'on partage tous, que la problématique, finalement, c'est pas les jeunes et les pas jeunes, c'est tout le monde. Parce qu'on est tous utilisateurs avec différentes façons d'utiliser,
Moi, j'utilise Facebook, je l'utilise certainement pas de la même manière que les élèves qu'on a vus dans la vidéo, mais j'y suis aussi. Ça veut dire que j'ai aussi une responsabilité et j'ai aussi cette responsabilité de transmettre cette idée de responsabilisation. Pour moi, aujourd'hui, on est en train de vivre un virage, c'est-à-dire soit on considère que aujourd'hui les jeunes, ils sont utilisateurs et puis ils savent se débrouiller et puis on les laisse rouler, ou alors on se dit maintenant, non, c'est aussi à nous de se prendre en main et dire comment je peux avoir un recul sur mes propres pratiques pour aussi leur montrer comment utiliser ces technologies-là. Et je suis assez content de voir qu'on se débarrasse petit à petit du concept de digital natives qui considérait que les enfants d'aujourd'hui naissent avec des iPads dans les mains, donc ils savent tout faire. Et c'est complètement faux, parce qu'un enfant de 3 ans ne sait pas utiliser un iPad, il sait imiter un adulte qui utilise un iPad, c'est complètement différent. Et je pense que si nous, on a dû apprendre à utiliser ces technologies, et on va devoir apprendre à utiliser celles qui arrivent après, on doit aussi apprendre à ceux qui viennent derrière. Et je pense que c'est là où on peut partager cette responsabilité. En plus, quand on responsabilise ces ados, ils sont aussi beaucoup plus preneurs du message. Comme vous disiez aussi tout à l'heure, quand le policier ou le psychologue arrive dans la cour d'école ou dans la classe, il nous regarde presque de haut finalement en disant c'est encore un adulte qui vient me dire ce que je dois faire, et finalement si on dit ok, on va s'asseoir autour de la table puis ensemble on va réfléchir à comment on pose cette responsabilité, ils sont aussi nettement plus preneurs de cette idée-là. On est encore dans une phase qui est un peu difficile pour les parents, parce qu'on constate que les parents d'aujourd'hui et d'hier, génération 30-50 ans, ne sont pas encore aussi bien connectés, ne sont pas encore aussi au courant de l'outil que leurs propres enfants. Et donc ce niveau de connaissance n'est pas le même. Probablement que ça ne sera plus le cas, et ça sera plus le cas dans quelques années, où les parents de la génération Y seront parfaitement au courant de l'utilisation de ces outils. Alors après, il y aura d'autres technologies qui seront mieux maîtrisées par leurs enfants, c'est évident. Mais on est de nouveau dans cette situation qui est difficile, où c'est en fait l'adolescent qui en sait plus que les adultes avec les parents. Et donc là, il y a aussi cette différence, et on le voit, et c'est aussi pour ça qu'on va non seulement vers les jeunes, mais on va aussi vers les parents pour faire passer un certain nombre de messages, et de rappeler que le rôle des parents, c'est pas de confier la responsabilité à l'école ou de confier la responsabilité à d'autres, mais c'est bien de s'intéresser aussi à ce que les jeunes font, de poser des questions, d'aller au contact et de leur demander aussi qu'eux partagent ces connaissances. C'est aussi une autre approche pour les parents d'aller vers les jeunes pour faire de la prévention, c'est de s'intéresser à ce que nos enfants font en leur demandant, dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais ? Et c'est aussi une autre approche, de montrer qu'il y a un intérêt, sans forcément être le modèle, mais de montrer qu'il y a cet intérêt, puis de rappeler qu'il y a un cadre, malgré tout, aussi sur le web, même si le web, c'est l'ouverture. On l'a vu dans la conférence précédente, c'est normalement un milieu où il ne devrait pas y avoir de limite. En finalité, la loi existe aussi pour le web. Il faut peut-être des fois rappeler ce cadre, et c'est important. Dire Caroline, est-ce que c'est aussi un message que vous essayez de faire passer auprès de vos fans, vos chippies, c'est comme ça que vous les appelez, hein, c'est juste de dire, voilà, il y a quand même une responsabilité dans ce que l'on va montrer, dans ce que l'on va dire, dans ce que l'on va poster. Est-ce que vous essayez de leur faire prendre conscience de ça ou pas du tout ? Je pense pas. Pas directement, en tout cas. Non, pas directement, mais j'essaie de leur donner un exemple. Et j'essaie de leur faire voir qu'elles pensent, elle fait comme ça, alors je vais le faire moi aussi. Et je voulais dire justement que j'ai aussi beaucoup de parents qui regardent mes vidéos et qui m'écrivent des mails en me disant merci de faire ça, je vais montrer cette vidéo à ma fille, je ne savais pas que ceci pouvait se passer, je suis très contente de l'apprendre, je regarde tes vidéos pour pouvoir mieux communiquer avec mon enfant. Donc j'ai beaucoup de parents qui, en effet, regardent mes vidéos, qui ne font pas forcément voir mes vidéos à leur enfant, mais qui, eux, les regardent pour ensuite en parler avec leur... J'ai reçu beaucoup d'emails de parents, en effet. Donc c'est aussi important d'avoir des personnalités qui portent ce discours, qui finalement ne diabolisent pas. Parce mais c'est évident. Aujourd'hui, on est dans le... Tout n'est pas noir non plus. Non, bien sûr que non. Au contraire, on est dans le monde des tutos. Donc forcément que les jeunes, eux, vont aller chercher de l'information qui ne vont pas aller forcément, comme on l'a dit, vers les parents, mais ils vont aller le chercher sur le net. Et c'est aussi important qu'il y ait d'autres personnes qui leur donnent un autre modèle et qui suscitent aussi une réflexion. Parce que les jeunes, les ados sont aussi capables de se poser des questions. On l'a vu dans la vidéo. C'est pas juste, le monde n'est pas noir ou blanc. Ils sont conscients qu'il y a aussi toute une zone intermédiaire. Et ils sont tout à fait capables de se poser ces questions et de mener une réflexion. Même s'il restera toujours des limites qu'il faut à un moment donné ou à un autre dépasser, ou en tout cas qu'ils vont essayer de dépasser.
Vous voulez rajouter quelque Oui, chose? et je pense que c'est là qu'on peut ajouter cette verticalité dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est aussi là où on peut amener ces jeunes à avoir une réflexion critique sur le contenu qu'on trouve en ligne, de se dire, ben, tiens, j'ai vu ces vidéos sur YouTube, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux qui sont derrière. Alors, je parle plutôt pour la paroisse du jeu vidéo, où il y a un immense phénomène aujourd'hui où les youtubeurs ont plus de pouvoir que la presse spécialisée, finalement, au niveau de l'influence des ventes des jeux vidéo. Et dans le travail que je fais, moi j'essaie aussi beaucoup de travailler avec les jeunes pour les amener à réfléchir, à se dire, mais est-ce que tu te rends compte que derrière, la console a été offerte par l'industrie, et puis qu'il y a, on l'a vu aussi, des marques qui payent certains youtubeurs pour dire du bien de certains produits. Donc c'est là aussi où on peut avoir cette réflexion critique de se dire, c'est excellent que ces vidéos YouTube existent, mais comment est-ce qu'on peut être critique par rapport à ça et pas simplement prendre tout comme argent comptant. Donc c'est là où on peut avoir cette verticalité de dire on cadre l'activité, on développe la réflexion critique. Justement, vous parlez de cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cadres bien définis, bien précis pour éviter justement des dérapages via les réseaux sociaux ou autres? Alors le cadre est assez simple. Aujourd'hui, il est très répressif. Aujourd'hui, si vous tweetez en disant d'une personne qu'elle est tellement laide que ses parents ont dû contracter le sida, c'est un cas réel qu'on a eu, ça va vous coûter devant un juge environ 6 000 francs. Donc pour un seul tweet. Si maintenant vous attaquez sur un blog une personnalité, là on vient d'avoir au tribunal fédéral hier une victoire, c'est la première fois en Suisse que la personne a été condamnée à désindexer, à payer la désindexation. À la fin de cette balade, on parlera de 30 à 40 000 francs de frais. Donc il faut bien imaginer que toute personne qui provoque une autre personne, qui est excessive, qui porte atteinte à l'honneur d'une autre personne, même si peut-être elle dit la vérité, parce que c'est l'excès qui est sanctionné, va devoir passer à la caisse en espèces sonnantes et trébuchantes. Et aujourd'hui, les juges n'ont plus d'état d'âme. Il faut être tout à fait clair. Les condamnations se succèdent à un rythme quasi effréné, et on a plus de risques d'aller dire à quelqu'un que c'est un imbécile sur Facebook que de le dire ici, quand on est tous les deux là-bas derrière, les paroles se sont envolées, alors que là, les jeunes n'ont pas compris qu'on retrouvera très facilement tout ce qu'ils ont publié. Ce n'est pas une notion qui touche que les jeunes. Alors du coup, on élargit vraiment la perception. C'est que finalement, tout le monde doit être conscient de ce que l'on va dire, ce que l'on va poster. Et ça, c'est aussi une notion qui est importante. Ce n'est pas que les jeunes. Il ne faut pas diaboliser cette catégorie. Non, mais si je dirais le cadre juridique est très clair et les condamnations sont là pour les majeurs, pour les mineurs, la situation est beaucoup plus complexe, puisque la justice des mineurs vise d'abord à faire de l'éducation avant de condamner, de sanctionner. Et donc là, la réflexion, elle sera différente. Et pour les mineurs, plutôt que de rappeler et de revenir qu'au cadre légal, je pense que la prévention est beaucoup plus importante pour éviter justement que ces mineurs tombent dans ces travers-là et soient confrontés à une justice des mineurs qui cherchera des solutions, mais le mal sera fait. Et on a des situations où vous avez des familles entières qui ont dû déménager parce que tout simplement, suite à une campagne de dénigrement, pour des événements qui s'étaient réellement passés, par exemple relations sexuelles entre deux adolescents, simplement quand ça devient public dans la cour d'école, dans le quartier, dans le village, c'est une situation qui est tout simplement plus possible dans le vécu au quotidien de cette famille, et les gens ont dû déménager. Et donc là, les conséquences, elles sont extrêmement graves, non seulement pour la victime, mais pour son environnement familial, peut-être même pour le cadre professionnel des parents. Et donc, plutôt que d'essayer de corriger ou de sanctionner, il faudrait mieux essayer de prévenir. Et là, on a tous un rôle à jouer, l'école, la police, les autorités, la société en général, pour rappeler ce cadre et essayer d'éviter que ça aille trop loin. Alors, mis à part le dialogue, l'échange, quels sont les outils peut-être qui sont à disposition pour tenir ces propos, pour les mettre en avant? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous en avez d'autres? Tout un chacun. Non, mais je pense que là, on a de gros progrès à faire. Parce que si on prend la prévention suisse de la criminalité, qui est notamment financée par les polices cantonales, ben aujourd'hui, c'est ça. On est encore aux flyers, aux affiches, aux sites internet. On n'est pas dans le 2.0. C'est déjà bien. Il y a énormément d'informations qui existent, qui sont à disposition, mais on a une marge de progrès importante, et c'est notamment un des objectifs de l'année 2016 de la police cantonale vaudoise, c'est de mettre en place une prévention 2.0. C'est pas facile, il faut aussi des moyens, mais en même temps, ça coûte pas plus cher que de faire du papier. Et on doit arriver à développer de nouveaux outils, utiliser ces nouvelles technologies pour faire de la prévention. Niels Weber.
Moi, je pense que ce qui est très important, surtout, c'est de laisser la place alors, on parle beaucoup des jeunes, et parce que c'est là qu'il y a les problématiques quand les parents s'inquiètent, finalement. On diabolise aussi pas mal les jeux. Hein, voilà, exactement. Ça va être aussi comment est-ce qu'on laisse la place d'exprimer ce qui prend cette place-là, justement. Comment est-ce qu'on peut dire, explique-moi ce que tu y fais, explique-moi ce qui t'intéresse, parce que comme ça, on va dans une prévention à double sens, que je trouve plus de pratique, finalement, c'est la simple prévention de dire les parents doivent surveiller leurs enfants et s'inquiéter de ce que font leurs enfants, ce qui est juste. Mais on ne doit pas oublier que de l'autre côté, dans un dialogue, on est deux. Et qu'il y a aussi une responsabilité à pousser du côté des utilisateurs, des plus jeunes, à dire allez faire l'effort d'aller expliquer à vos parents ce qui vous plaît. Et puis de le faire aussi dans des conditions adéquates, c'est-à-dire avec du vocabulaire compréhensible, un rythme compréhensible aussi, et puis pas quelque chose qui est de toute façon, si je parle, personne ne comprendra, donc je garde tout pour moi. Donc c'est vraiment pour moi cette idée d'amener de la place et du dialogue vraiment à double sens, et puis pas simplement dire c'est uniquement une responsabilité parentale. Sébastien Fanti, sur cette pour même moi, question. C'est très compliqué. J'ai 4 enfants, donc je suis totalement imparfait, même dans ce rôle, et je le reconnais bien volontiers. J'ai voulu un jour m'initier à leur univers, ça s'appelait Club Pingouin, c'était un jeu dessiné par Disney. Je me suis inscrit, j'ai créé mon pingouin, j'y ai passé 1 heure, et je me suis dit que ce serait suffisant pour leur expliquer les dangers, mais en réalité pas du tout. Donc ça nécessite une part de contrôle et une part de dialogue. La part de contrôle, pour moi, très clairement, laisser un enfant seul dans sa chambre, avec des outils tels que ceux-ci sans contrôle, c'est irresponsable. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de ne pas avoir un minimum de contrôle. Donc, si on a des doutes, mieux vaut mettre un ordinateur dans une pièce commune de l'habitation familiale plutôt que de laisser les jeunes sans aucune surveillance. Il y a quand même un certain nombre de dangers auxquels on peut faire face simplement. Et puis le deuxième élément, ça me paraît être aussi le fait de leur faire acquérir des réflexes. On ne peut pas leur enseigner le droit. Je vous demande la différence entre la diffamation et la calomnie. Il y a encore des avocats qui aujourd'hui ne le savent pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous voulez, il faut simplement faire en sorte qu'un feu orange clignote quand on est dans une situation où on ne devrait pas réagir, on ne devrait pas répondre. Et cette éducation-là, elle va passer forcément par des exemples, par des petits scénarios, par des petites pièces, par un certain nombre de choses qui seront plus sexy dans la prévention. Dire Caroline, peut-être pour terminer, en termes de messages à faire passer auprès des utilisateurs, des gens qui sont connectés. Alors par rapport aux jeunes, j'ai pas d'enfants, je suis encore assez jeune, je pense pas être en grade de donner de vrais conseils encore par rapport à ça, mais je pense qu'avant tout, avant de prévenir, il faut aussi donner l'exemple, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'adultes, moi je vois par exemple mes parents sont beaucoup plus sur Facebook que moi-même. Aujourd'hui, c'est le contraire presque, j'ai l'impression. Donc à mon avis, il faut surtout montrer l'exemple avant tout. Et encore une fois, je répète, je ne suis pas parent, je parle parce que peut-être ça me semble facile maintenant. Vous touchez aussi directement les plus jeunes, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais il faut avoir un discours libre. Je pense qu'il faut pouvoir ne pas rendre quelque chose tabou, ne pas rendre quelque chose, ne pas donner de peur envers le jeune, l'adolescent, l'enfant. Parce que, évidemment, si quelque chose est tabou, si quelque chose est interdit, on va le faire. Donc je pense que c'est très très important d'être... Il faut être fort, intelligent et fourbe pour permettre un discours libre entre... Je crois qu'elle a très bien résumé, hein, Jean-Christophe Sauterelle. Mais c'est exactement ça. Je crois que c'est aussi important d'appeler un chat, d'avoir cette relation de confiance entre adultes, parce que ce n'est pas que les parents, on l'a dit, entre adultes et plus jeunes. Puis je pense que la notion de l'exemple pour les adultes, c'est essentiel, c'est ce qui fait le fondement même de notre société. Hein, on l'a dit, il y a la verticalité et l'horizontalité. Les jeunes vont en chercher ces exemples-là. Très bien, alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette discussion. Je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, petite pause avant notre prochaine conférence où nous allons parler d'interactivité et de tourisme avec Lausanne Tourisme. C'est d'ici 10-15 minutes. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.